Voici une marque qui ne fait pas de marketing communication, ou presque. La raison, les clients se tournent vers les blogs spécialisés et les réseaux sociaux lorsqu'ils veulent acheter une garde-temps de leur choix. Pourquoi dès lors investir des sommes folles pour s'offrir des services d'ambassadeurs ou d'influenceurs? Mais alors, comment faire pour faire connaître sa marque? Cette question, on va la poser à Thomas Bayot, fondateur de la marque BA Sans Ose OD, ou on verra enfin comment elle s'appelle. Bonjour Thomas. Bonjour Victoria, enchanté d'être là. Bonjour à tous les auditrices et aux auditeurs. Voilà, je pense que la première chose qu'on va faire, c'est démarrer par l'histoire de cette marque, mais je crois qu'on va démarrer avec une vidéo qui va vraiment nous expliquer surtout comment il faut prononcer le nom de cette marque. Avez-vous déjà remarqué? Sur la plupart des pubs, les marques de montres indiquent toujours 10h10. C'est avant tout pour des raisons esthétiques, mais il y a une autre symbolique que la plupart des gens ignorent. Les 8 heures en dessous des aiguilles, soit 2/3 du cadran, représentent ce qu'une marque horlogère investit en général dans la distribution. Ce que vous et moi, en tant que consommateurs, allons payer pour la commodité de pouvoir nous rendre dans un magasin et d'acheter la montre directement. 2 heures iront au distributeur, tandis que les 6 heures iront aux détaillants qui assument la plupart des coûts liés à la distribution. Du coup, les 4 heures en dessus des aiguilles représentent ce que nous payons non pas pour la distribution, mais pour l'objet en lui-même, la montre. Vous l'aurez compris, sur 12 heures, 8 heures vont aux intermédiaires et 4 heures vont à la marque. Du coup, qu'est-ce que va gagner la marque? En prenant une marge raisonnable de 50%, la marque investirait 2 heures dans la production de ses montres. Cela représente 2/12, soit 1/6, donc un facteur 6 entre le coût de production et le prix final. Et puisqu'il faut faire connaître ces produits pour pouvoir les vendre, 1 heure sera investie dans le marketing, soit 1/12. Et qu'est-ce que va gagner la marque? Elle va gagner 1 heure qui correspond à son bénéfice. Et si on redonnait un maximum au client? S'il était lui-même le vecteur de distribution, on pourrait lui redonner 8 heures, soit 2/3, sous la forme d'un produit moins cher. Et s'il assurait la diffusion, on pourrait lui redonner l'heure du marketing comme récompense. On pourrait alors passer de 10h10 à 11h10. Vous l'aurez compris, dans mon modèle, je redonne 9 heures au client. Est-ce qu'on peut faire mieux? Il y en a un qui l'a fait une fois. Il a redonné tout son bénéfice et de 11h10, il est passé à 11h00. Vous l'aurez compris, c'est sympa, mais c'est pas vraiment un modèle d'affaires. Je garde et je gagne 1 heure. Et puisque j'aime bien la symbolique, cette tranche inversée se retrouve en fait dans le logo de ma marque, qui n'est rien d'autre que les armoiries de ma famille depuis plus de 600 ans. Et voilà, vous savez tout. Super storytelling pour quelqu'un qui ne veut pas en faire. Ça, je dois dire que c'est vraiment super. Donc, comment tout a commencé? Écoutez, faut voir où on met le curseur. Évidemment, il y a le fait d'être né à Chaux-de-Fonds, le fait d'être né dans une montre, le fait d'être né dans un environnement horloger. Mon père était patron de presse, on avait tous les horlogers qui venaient manger à midi, je les entendais parler de leur passion et de cette industrie. Un premier pas dans la vente sur le marché suisse. Au bout d'une année, les pas suivants faits à l'international. Et pendant 15 ans, arpenter le monde à raison de 5-6 mois par année, à construire des réseaux de distribution dans le monde entier, ce qui m'a donné une expertise assez vaste, puisque j'ai fait à peu près toutes les postures ventes qu'on puisse imaginer dans la distribution. Et il y a 5 ans environ, appelons-le comme ça, un joyeux accident professionnel qui m'a obligé un tout petit peu à changer de route. J'étais vice-président d'une marque, ça s'est pas passé comme ça devait, et je me suis trouvé à une croisée des chemins. Soit je repartais avec un nouveau fanion en disant cette marque est la meilleure, et je le sentais pas. Je sentais intimement que les choses avaient évolué. Je sentais intimement que quelque chose avait changé dans la distribution, domaine que je connais très bien. Et finalement, j'ai commencé par faire quelques mandats. J'ai un petit peu par erreur commencé à donner une conférence, en fait, qui s'est mue en cours. J'ai créé mon académie, la Watch Trade Academy, où pendant 2 ans, j'ai enseigné, formé pas mal d'entrepreneurs qui souhaitaient quelque part lancer ou maîtriser les canaux de distribution. Et
au bout de 2 ans, réfléchissons sur la distribution traditionnelle, son évolution digitale, qui pour moi était sous-optimale, on en parlera peut-être, et le glissement naturel vers une forme hybride entre le physique et le digital, qui est la distribution phigitale, ça fait 5 ans que j'en parle, et l'élaboration d'un modèle économique que j'ai commencé par présenter à pas mal de marques ici en Suisse en leur disant, écoutez, je pense que quelque chose d'intéressant devrait être tenté. Est-ce que vous acceptez de me prêter une montre, un produit pour tester? Et tout le monde m'a dit, Monsieur Baillot, on ne comprend pas grand-chose à ce que vous racontez, et ça ne nous intéresse pas, on a toujours fait comme ça, tout va bien. Donc voilà. Et un peu par dépit et un peu parce que je suis têtu, je me suis dit, bon ben tant pis, je vais lancer moi ma propre marque. Mais en fait, c'était même pas une marque, et j'ai refusé pour une année de l'appeler une marque, c'était vraiment un laboratoire. Donc j'ai créé une montre, un peu par dépit, pour tester mon modèle, démontrer sa viabilité, et sans aucune prétention de créer une marque. Et 2 ans plus tard, 2 millions, plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires, en pleine crise, sans marketing et quasiment qu'en Suisse romande, force est de constater que le modèle est valide, il est robuste, et que c'est malgré moi devenu une marque. Alors, on dit souvent que le produit montre plaît de moins en moins aux millennials, et puis je ne parle même pas à la génération Z. Là, je vois que, bon, on va parler après de la distribution et du modèle économique, mais déjà en partant sur le produit, parce que tout commence par le produit, est-ce que, je veux dire, est-ce qu'il y a encore de l'appétence pour la montre ou pas? Parce que c'est la grande question, c'est le why. Sinex parle toujours du why, démarrons par le why. Alors oui, écoutez, en même temps de quoi on parle? On parle évidemment de quelques millions de pièces. Il faut savoir qu'il y a 1 milliard de garde-temps qui se vendent dans le monde. Donc oui, il y a une appétence pour la montre. Maintenant, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on a, pourquoi? Et à mon sens, on se retrouve un tout petit peu comme dans les années 80, face à l'érosion. Alors, on ne peut même plus parler d'érosion actuellement, c'est carrément les dernières gouttes de la calotte glaciaire qui sont en train de fondre. Le segment d'entrée moyen de gamme est ravagé. On a des moins 30, moins 40%. On a perdu presque un quart du volume en une année, rien qu'en 2021. Et si vous voulez, on se retrouve comme dans les années 80 avec l'entrée de gamme et le moyen de gamme qui perd du terrain face à EasyJet, aux montres connectées, au désintérêt. Et à mon sens, ce qu'il faut, c'est ramener de l'intérêt, ramener de la substance dans ces segments. La différence, c'est que je prends le problème par l'autre bout. Monsieur Hayek avait la réponse juste dans les années 80. Il s'agissait de performance industrielle pour repenser la manière dont on produit une montre, ce qui allait influencer le prix à laquelle on allait la porter sur le marché. Moi, je prends le problème dans l'autre sens. Aujourd'hui, c'est pas tant le taxi, sinon Uber. C'est pas tant l'hôtel, sinon Airbnb. C'est-à-dire, il faut repenser l'écosystème. Et moi, ce que je fais, je ne repense pas la manière dont on produit une montre, je repense la manière dont on la vend. Et on le verra certainement par la suite, et dans le film que vous avez montré, on le voit, quand on achète une montre, une énorme partie va à la distribution et au marketing. Qu'est-ce qu'on fait si on arrive à repenser ça et repenser les marges qui correspondent, et qu'est-ce qu'on peut ramener comme type de produit dans différents segments qui perdent du terrain, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de substance dans ces terrains-là. C'est une des pistes que j'explore en tout cas. Ça me fait penser à plusieurs secteurs qui, effectivement, face à, disons, à la baisse des ventes, se disent où chercher les marges. Et donc, effectivement, la distribution et le digital permet aujourd'hui de réduire cette part de la distribution parce qu'on peut vendre directement one-to-one de la marque au consommateur. Je pense qu'il faut quantifier les choses parce que tout le monde le perçoit intuitivement. Mais une marque, et je peux vous en faire la démonstration en 2 minutes, une marque qui, au lieu de passer par le réseau de distribution, souhaite vendre en direct, donc il met un .com et vend ses montres en ligne, peut augmenter jusqu'à 400% son profit. Je vous le répète, c'est 400%, c'est pas 20%, etc., c'est 400%. Et si vous voulez, là, il se joue quelque chose d'extraordinaire, c'est que les marques, bien sûr, arrêtons d'être naïfs, on n'aime pas trop en parler, mais elles ne vivent que pour le profit. Le profit pour une marque, c'est ce que l'oxygène est à vous et moi. On arrête de respirer, on meurt, et les marques arrêtent de faire du profit, elles meurent. Donc, toute la recherche, c'est la recherche du profit. Et si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, le profit, l'équation est très simple. C'est la marge fois la quantité. Combien on vend de montres et qu'est-ce qu'on gagne sur chaque montre. On perd des quantités. Donc, pour les marques, c'est plus un nice to have, c'est un must. Elles doivent compenser la perte des quantités par la marge. Or, elle est où la marge? Elle n'est pas dans le fait d'aller squeezer ces pauvres co-traitants ou sous-traitants, comme on les appelle en général, en leur disant de produire moins cher, sinon je vais en Asie. La marge, on l'a vu dans le petit clip, elle est 2/3 dans la distribution.
Et on ne pouvait pas y toucher avant. Donc, évidemment, c'était quelque chose qui était intouchable. Donc, on ne se posait pas la question. Mais aujourd'hui, avec le digital, il s'est passé quelque chose. Je vous donne un exemple très concret de ce qu'est l'impact sur la distribution de l'arrivée du digital. Non pas marketing, je sais que vous parlez beaucoup de marketing, mais pensons distribution. Et la meilleure image qui me vient en tête, c'est le canal de Panama. Avant 1914, pour aller de Louisiane à San Francisco, vous deviez faire 21 000 km en passant par le détroit de Magellan. En 1914, les 88 km du canal, parcourus en 8 heures, vous permettent d'économiser plus de 10 000 km. Qu'est-ce que c'est le canal de Panama? C'est une route commerciale qui, pour celui qui l'emprunte, représente un gain énorme de temps, de carburant, de risque, etc., etc. Donc, si vous voulez, la route digitale ouvre un pont entre deux océans, la marque et le client final, et les permet de relier de manière optimale, c'est-à-dire optimale en termes de marge. Par contre, le digital est très faible en expérience. Si vous voulez, là, on pose un petit peu le thème. Un modèle traditionnel que celui qu'on connaît depuis notre temps d'enfance. On va dans un magasin, des gens qui nous attendent toute la journée depuis des années, on pousse la porte, on nous offre un service, des cafés, etc. Il y a du stock qui nous attend, qui dort en vitrine, des millions qui dorment en vitrine, en espérant qu'on choisisse celle qui est en vitrine. C'est très riche en expérience, mais ça coûte très très cher. Le modèle digital, c'est l'inverse, c'est extrêmement bon en marge, mais c'est très pauvre en expérience. D'où la question que je me suis posée il y a 5 ans, qu'est-ce qu'on fait pour rapatrier la marge et conserver l'expérience? Mais le système digital permet de connaître le consommateur, alors que le système avec réseau et intermédiaire ne permet pas à la marque de connaître directement son consommateur. Bien Donc, sûr. c'est peut-être une expérience plus faible, mais elle est plus forte je dirais, en data et en relation client. Bien sûr. Alors, bien évidemment, le modèle traditionnel de distribution, c'est un tube. Vous avez d'un côté la marque, les intermédiaires qui acheminent le produit physiquement dans un lieu, et de l'autre côté, à la fin du tube, vous avez le consommateur qu'on appelle final. C'est pas pour rien, c'est linéaire. Et on a hérité encore d'un modèle linéaire, séculaire de distribution. Le fait de pouvoir avoir une connexion directe fait que la marque va enfin connaître son client. Moi, je ne connaissais pas mes clients pendant 15 ans, puisque mes clients, c'est les distributeurs ou les détaillants. Ce ne sont pas les clients finaux. Donc là, bien sûr, on est en phase, mais... Oui, on était dans un modèle B2B2C, c'est ça. Alors que maintenant, vous passez dans un B2C. B2B2C. Et là, on est en modèle B2C. Exact. Bien sûr, on connaît le client, c'est bien, sauf que jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même très charnel une montre. Et vous et moi, on se connaît, c'est sympa, mais c'est pas la même chose que de prendre un verre ou de discuter autour d'une table. Donc, et on l'a tous vu pendant le Covid. On a besoin, dans le domaine du luxe, de voir, de toucher, de flatter, d'avoir un contact charnel avec l'objet. La montre, c'est une des seules choses qu'on porte sur sa peau toute la journée. Donc, c'est évident que le luxe ne peut pas être réduit simplement à la connaissance. Moi, je m'en fous qu'on me connaisse. J'ai envie qu'on me prenne dans les bras. J'ai envie qu'on me traite. Qu'on vous aime. Bah oui, ça, c'est tous les êtres humains, c'est ça. Mais alors, comment vous expliquez que, alors que c'est une évidence aujourd'hui, il faut retrouver de la marge, que les grands groupes soient incapables de recréer, disons, d'alléger leur circuit, et que ce soit des startups comme la vôtre qui finalement arrivent avec un modèle, je dirais, à la Tesla. Écoutez, moi, je pars d'une page blanche. Je vais vous dire un truc, vous allez me couper certainement au montage. Mais ça va Non, on coupe rien, nous. Non. Désolé, mais l'exemple est un petit peu trash, mais au moins il permet d'être clair. Imaginez si vous dites à votre mari ou un mari dit à sa femme, chérie, fais-moi à manger, le petit plat que j'aime bien, repasse mes chemises, je vais vite me faire la voisine. Je reviens dans 1 heure. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez votre valise devant la porte. Dites aux détaillants et à un distributeur, s'il vous plaît, soyez super motivés, continuez de vouloir vendre mon produit, donnez-vous à fond. Je vais vite faire un site de e-commerce pour en fait piquer vos clients et vendre en direct. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre en liquidation vos modèles. Donc, si vous voulez, on ne peut pas. On dit souvent que la France est un des derniers pays à adopter Internet parce qu'ils étaient très bons au Minitel, le Minitel. Ouais. Donc, si vous voulez, quand vous êtes avancé dans un paradigme, vous ne pouvez pas. Quand vous arrivez au fond, la tête devient la queue. Donc, vous devez repartir dans l'autre sens. Donc, évidemment, ceux qui étaient très en avance dans les réseaux de distribution traditionnelles, sont en retard puisqu'ils ont les 2 pieds scellés dans le béton. Et les grands groupes, quelque part, ne peuvent pas tellement réagir, plus beaucoup d'autres problèmes. Et vous l'avez mentionné, le fait que d'un coup, on est en phase avec des dizaines, des centaines de milliers de clients, alors qu'une marque a peut-être 50, 100, 200 distributeurs. C'est pas du tout le même job, c'est pas du tout le même business model. Et la plupart des marques ne sont pas prêtes à ça.
Alors maintenant, on va peut-être passer au produit parce que tout commence par le produit. Donc, OK, je comprends votre parcours. Vous connaissez parfaitement je dirais l'économie de l'horlogerie. Mais comment est-ce qu'on en arrive à être un créateur de modèles de montres? Bah, écoutez, d'abord, évidemment, j'ai fait simplement la montre que j'aurais voulu porter. Et c'est une montre qui, au début, n'était pas Swiss-made. La filière d'approvisionnement m'importait peu. Si vous voulez, moi, c'était la démonstration de la distribution. Donc, j'ai trouvé un modèle qui était assez spectaculaire, un double oscillateur d'un mouvement fait en Asie. On a importé tout en Suisse, désossé les mouvements, les a reconditionnés ici, l'assemblage, contrôle qualité est fait ici. Donc, on a le sérieux du Suisse. On n'est pas Swiss-made parce que le mouvement n'est pas suisse, on ne cherche pas à l'être. Par contre, c'est un mouvement, c'est une montre qui est spectaculaire et qui coûtait 388 francs TTC. Et si vous voulez, au début, j'ai créé cette montre avec un souci de transparence, comme l'est ma démarche. Je publie tout vous voyez, je vous donne les recettes de mon modèle d'affaires, je publie mon chiffre d'affaires en ligne, etc. Donc, j'essaie vraiment d'apporter, comme on dit, de faire avancer le schmilblick, comme on dit chez nous. Et donc, ma montre était avec une grande partie, je peux aller vous en chercher, j'aurais dû la prendre ici, désolé, avec une grande partie ouverte sur le mouvement, donc souci de transparence, et pivotée d'une heure. La couronne est à 4 heures, ce qui nous permet de dire qu'on est une heure en avance sur l'industrie, et c'est effectivement ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire d'amener de l'innovation, comme je l'ai dit, non pas dans le produit, mais pas uniquement dans le produit, mais dans la manière de la vendre. On m'a dit, c'est super, ton modèle marche bien, j'ai fait quelques centaines de milliers de francs, sans pub, sans rien, mais par contre, ça marche que parce que c'est une montre qui n'est pas Swiss-made. OK. Donc, du coup, j'ai fait un chapitre 3. Oui, alors juste, revenons sur le terme chapitre. Pourquoi chapitre? Pourquoi vous les appelez comme ça? Si vous voulez, à la base, dans ma tête, c'était une démonstration. Donc, j'écris ça un petit peu comme un livre. J'ai déjà un tout petit peu la conclusion dans ma tête. Et si vous voulez, c'était vraiment d'écrire un livre. Le livre pourrait s'intituler « Quel est l'avenir de la distribution à l'ère du digital ?» Voilà. Et si vous voulez, j'avance dans des démonstrations. Et le chapitre 3 était la démonstration de mon modèle appliqué à du Swiss-made. Et là, pour le coup, c'est une très belle montre. Je peux vous l'envoyer, pour peut-être la mettre au montage. Squelette ou Open Dial Swiss-made fantastique à 495 francs. Et là, tout le monde m'a dit, bon, allez, c'est pas mal. C'est vrai qu'elle devrait coûter 1500, 2000 francs comme chez les autres marques. Mais bon, en fait, ton modèle ne marche que par des montres qui sont très bon marché. Chapitre 4, je me suis dit, si finalement il faut faire la démonstration de qu'est-ce qui se passe dans mon modèle quand on l'applique à l'ultra haut de gamme, est-ce que mon modèle permet de vendre des montres à 40 000 francs? Je me suis dit, je vais faire un tourbillon. Et j'ai un tourbillon avec des propriétés spectaculaires. Il est incroyable, ce tourbillon. 100% fait dans le canton de Neuchâtel. Donc, du coup, j'ai vraiment compris aussi les remarques qui m'étaient adressées du fait de ne pas être solidaire ici. Et j'ai voulu justement démontrer qu'on pouvait faire un tourbillon 100% fait ici, magnifique. J'ai engagé Liliane Murenzi, qui est une graphiste hors pair, qui a signé énormément de grandes marques, dans l'ombre, évidemment, puisqu'on ne révèle jamais les héros les héros dans l'horlogerie sont toujours des acteurs d'Hollywood. C'est jamais ceux qui font les montres, alors que c'est eux les vrais héros. Et finalement, on a sorti un tourbillon. Et la réponse était oui, on peut le faire sur le modèle. La stupeur, c'était qu'il valait 4 000 francs et pas 40 000 comme il devrait le valoir dans les autres marques. Donc effectivement, j'avance dans une démonstration et il y a une anecdote qui est intéressante, c'est que de l'idée à la réalisation de ce tourbillon, j'ai mis 6 semaines. 6 semaines, c'est quasiment impossible. Comment j'ai fait ça et surtout pourquoi? Oui, alors comment se fait le processus de production, oui, de fabrication? On boit un verre avec la designer, on essaie d'en boire 2 ou 3, comme ça on devient très créatif. On s'entend bien, et puis on arrive tout de suite à se comprendre, et on s'est très bien trouvé avec Liliane. Et finalement, une fois qu'on a les dessins, on va voir les co-traitants. Et j'ai été voir les co-traitants, on était plutôt vers fin septembre, en leur disant, écoutez, voilà, j'aimerais bien faire un tourbillon, et j'aimerais le sortir le 11 octobre. Pourquoi le 11 octobre? Parce que c'est le 11 du 10, et on les sort le 11 du 10 à 11h10, alors je suis un peu têtu. Pour quelqu'un qui ne veut pas faire de marketing. On va dire. Non, mais franchement, pas de com, attends. Bon. Là c'est de la haute voltige. Hein. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais t'es malade? De quelle année? J'ai dit, effectivement, on parle bien de 2021. Et tout le monde m'a dit, tu sais quoi, on va le faire. Et il y a une raison pour laquelle on a produit un tourbillon en 2 semaines, ce qui normalement prendrait 6 mois, 1 année, si ce n'est pas plus. C'est qu'on passe notre temps à dire en Suisse que les co-traitants sont lents et chers. C'est pour ça que ça prend énormément de temps et qu'on doit vendre des montres aussi chères. Et là, si vous voulez, mon modèle d'affaires
qui n'est pas focusé sur, on va en reparler maintenant, sur le coût de production, mais sur le coût de distribution, leur permettent de dire, attendez les gars, les marques, vous êtes bien sympas, mais le problème, c'est pas nous. Nous, on arrive à sortir un tourbillon à 5 000 francs, en dessous de 5 000 francs maintenant, et moi, je fais 50% de marge. Donc, voilà. Effectivement, je pense que tous les co-traitants étaient très intéressés par cet aspect-là. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Du coup, je vous pose la question que vous ne m'avez pas encore posée, mais je pense que c'est très intéressant. J'y arrivais. Parce que, si vous voulez, on peut essayer de comprendre pourquoi je fais tout ça. Bon, il y a une partie, c'est un peu involontaire. Maintenant, on se marre bien. On est une super équipe ici. Je vais épauler des gens extrêmement compétents. Mais si vous voulez, qu'est-ce que ça démontre? Le terrain de jeu des marques depuis des siècles, le terrain de faute était limité d'un côté le goal de gauche par le coût de production et le goal de droit par le coût de revente aux intermédiaires, ce qu'on appelle l'ex-factory. L'ex, c'est ce qui vous quitte, on le sait. Sauf que là, c'est les stocks qui vous quittent, qui quittent l'entreprise, la factory, pour aller chez les distributeurs. Et c'est le chiffre d'affaires. Sur une montre à 1000 francs, on l'a à peu près vu, 2 tiers sont la distribution, 650, 1 tiers va la marque. Donc le chiffre d'affaires d'une marque, dans le modèle traditionnel, c'était 350. Et le coût de production, en étant un tout petit peu gentil, c'est la moitié, 175. Donc, si vous voulez, le coût de production représente la moitié du problème d'une marque. Donc, Hayek avait raison dans les années 80, quand il fallait baisser les coûts, il a fallu repenser la manière dont on produisait une montre, réduire 50% de votre problème. Quand on passe en modèle direct, on inclut le client dans le modèle. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que du terrain de jeu, on prend les gradins, on prend le public. Donc, en fait, votre terrain de jeu n'est plus le terrain lui-même, c'est le stade. 1000. Et dans le stade, si on veut bien, le coût de production ne représente que 17,5% de votre problème, 175 sur 1000, alors que la distribution représente 650. C'est ce qui, depuis 5 ans, me fait dire, je crie un peu dans le désert maintenant, comme on vient d'entendre, on s'en fout d'aller, permettez-moi de dire, emmerder, parce que c'est vraiment ce qu'on fait, tous les co-traitants en leur disant, si tu ne me baisses pas de 1 franc ou 2, eh ben, je vais chez un autre ou je pars en Asie. C'est pas grave que ça coûte 17,5, 15 ou 20. C'est rien quand on arrive à s'occuper des 65. Donc, on peut produire local. Donc, en Suisse, la Suisse n'est pas si chère. Et finalement, c'était, si vous voulez, à la base, la genèse de cette réflexion début septembre. Je préparais ma conférence Oh, merde, ça va me revenir tout à l'heure. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'essayais d'expliquer comment, justement, on peut ramener du travail en Suisse par la rapatriation des marges. Et à un certain moment, je suis arrivé à dire, si on arrive à récupérer autant d'argent, pourquoi on ne leur donne pas aux gens qui produisent les montres? D'où, à un certain moment, pour être en ligne avec ce que j'ai fait, de me dire, je vais le faire et pas simplement faire la démonstration et parler de ma conférence. Alors, tout ça fonctionne si on a des clients. Et pour avoir des clients, il faut créer une communauté. Exact. Parce que sans ça, tout ce système tombe à l'eau. Parce que les marques, parce que le système d'avant, c'est pas qu'il était faux, il était très top-down parce que des marques n'arrivaient pas à parler à un public précis. C'est les intermédiaires qui avaient les communautés. On était très mass média, donc on tapait dans le masse, et puis c'était après aux détaillants et revendeurs de sélectionner la clientèle. Là maintenant, c'est à la marque de trouver sa propre clientèle. Alors comment est-ce que vous avez fait votre système d'affluent d'or? Comment ça fonctionne? Alors, c'est intéressant. Ça, les marques ont sous-traité la vente aux intermédiaires. Donc, c'est les détaillants qui connaissaient les clients et c'est eux qui vendaient. OK. Le modèle digital, c'est quoi? C'est on se dit, moi, je suis un pure player, je vais vendre exclusivement en ligne. C'est un peu comme prendre une banquette et puis ouvrir une banquette au milieu de la forêt amazonienne. Il n'y a personne qui va passer. Donc, vous devez faire énormément de promotion. Et si vous voulez, c'est pour ça que les marques pure player, pour moi, sont sous-optimales parce qu'elles doivent compenser en termes de marketing ce qu'elles perdent au terme de représentation chez les intermédiaires. Donc, en fait, les pure players font x4. On ne va pas citer de marque ici, mais je suis sûr que vous en avez certaines en tête. Et le commerce traditionnel fait x6, x7. Les pure players font x4 parce qu'ils doivent énormément investir en marketing, vous bombarder en ligne pour essayer d'attirer votre attention. Dans mon modèle, je fais x2. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'ai simplement développer un modèle auto-généré. Je vais vous dire un truc, pour le coup, bon, maintenant on a levé les restrictions sanitaires, ça va peut-être passer. Quand j'ai lancé mon modèle d'affaires, en octobre 2019, je l'avais baptisé Community Viral Development. Et j'avais trouvé un petit nom, et je l'avais baptisé Covid, sans déconner.
C'est horrible. J'avais baptisé C'est de la vista. Et j'expliquais, j'allais même plus loin. Bon, c'est pas drôle, hein, parce qu'évidemment, on a tous vu les résultats, mais j'expliquais qu'il fallait être pendant un quart d'heure, 1,5 m d'une personne pour remarquer ma montre. C'est comme ça que ça se passe. Et je parlais de charge virale maximale. Quand, en fait, vous recevez votre montre, bah, vous la mettez au poignet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la montrer à tous vos amis, à toute la famille, à votre premier cercle, qui est votre cercle d'influence, là, vous avez de la crédibilité. Donc, effectivement, la charge virale maximale est de 10 jours, et ensuite, ça part. Alors, vous comprenez bien qu'en février 2020, ben, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. D'ailleurs, c'est la première fois que je raconte cette histoire. Et j'ai rebaptisé en User Generated Commerce, qui est mieux que le Covid. Et bien évidemment, ben, si vous voulez, mon modèle est viral et se développe comme ça. Donc, j'ai au début choisi 40 personnes qui étaient des gens qui allaient propager. Alors, je peux la dire super propagateur, pas, mais qui allaient. Des influenceurs, on peut dire. Alors, c'était pour moi des. Pas rémunérés. Alors, c'est ce que j'ai appelé des affluendors, c'est un espèce de petit mot valise. Créer des mots, c'est le seul truc qui n'est pas taxé, donc on peut le faire. Donc, affluendors, c'est ambassadeur, c'est-à-dire je connais mes clients, eux me connaissent. C'est influenceur, c'est-à-dire ils ont le pouvoir de diffusion, de parler de la marque, et door, de vendor, qui est le pouvoir de vendre. Ce qu'une marque ne va jamais laisser. Vous connaissez bien, vous venez des médias, les marques verrouillent le message, elles payent cher des gens qui vont vous parler d'un produit, mais c'est des messages qui sont dirigés, et la distribution est sélective, c'est-à-dire on va sélectionner qui peut le faire. Moi, j'ai ouvert les vannes. J'ai permis aux clients d'être un consommateur, d'être réellement au centre, et non pas simplement un consommateur final, passif, au bout d'un processus. Mais ça va beaucoup plus loin. Et si vous voulez, ce consommateur, lui, quand il achète la montre, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit la montre et il reçoit 4 droits, 6 droits, 12 droits selon la montre, de le recommander. Et bien évidemment, quand je dis ça, tout le monde me dit « Ouais, alors c'est Tupperware, ouais, c'est le jeu de l'avion, etc. » Non, ce n'est ni Tupperware ni le jeu de l'avion. C'est beaucoup plus fin que ça. Et si vous voulez, l'agencement dans lequel j'ai codifié la méthode de vente est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'affluendor est celui qui va amener l'expérience. Or, moi, je pense qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée d'un point de vente, ce n'est pas les 2 mètres qui séparent la vitrine de la caisse enregistreuse, parce que vous et moi, ça va extrêmement bien pour payer. Ce qui est important maintenant, c'est l'expérience. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait décorréler la vente de l'expérience. Quand on parle d'un point de vente, ça implique indirectement qu'on fait une expérience, mais le but ultime, c'est la vente dans le point où la vente se fait. Moi, je me suis dit, mais en fait, on va décorréler la vente de l'expérience. L'affluendor offre de l'expérience. Il est rémunéré là-dessus avec des points qu'il peut utiliser pour avoir des montres gratuites ou pas mal d'autres choses. Et le client reçoit ce droit et avec ce droit, il va acheter la montre à la marque. Et en quoi c'est très intéressant, c'est que cette décorrélation de l'expérience et de la vente, alors maintenant, ça me fait un peu marrer parce que tout le monde parle de NFT. Ben moi, ça fait 3 ans que je le fais, hein, finalement. Et c'était très précurseur, sans oublier le Covid. Le fait que, justement, on peut décorréler. Et quand vous avez une triangulation, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez simplement rompu la linéarité de la distribution. Donc, dans mon modèle, le modèle de distribution devient circulaire. Alors que le marketing est circulaire depuis 20 ans, les 360 degrés, l'économie est circulaire, tout devient circulaire. Sauf que la distribution ne l'est pas. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer une circularité. Alors, je me suis simplement dit que j'allais utiliser les vecteurs d'expérience. Au lieu d'être un point de vente, c'est un poignet de vente. Donc là, je disruptais le lieu. Ensuite, il y a le service, donc ce qu'on va vous offrir dans un point de vente, que la montre fasse 43 mm, on s'en fout, un site internet le fait très bien. Par contre, ce qui va vous amouracher de la montre, ce qui va amener de la valeur ajoutée, c'est le storytelling. Et là, justement, volontairement, j'ai créé ce nom de marque imprononçable, c'était vraiment le but, pour faire en sorte que les gens, quand on leur pose la question « Ah, c'est cool, cette montre, c'est quoi la marque ?» C'est toujours la question qu'on pose. Les gens doivent dire « Écoute, je sais pas. » Et c'est tellement bizarre que vous allez devoir expliquer. En expliquant, en fait, le storytelling. Je disrupte le deuxième coût fondamental de distribution. Et le troisième, qui est le stock, de loin le plus embêtant, j'ai utilisé les lois du trading. Un trader qui commande 500 tonnes de blé, on va lui livrer devant son palier. Il acquiert un droit sûr. Et donc là, quand vous achetez une de mes montres, vous achetez la montre, mais vous avez des droits de la recommander. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet justement de disrupter le stock et de résoudre des problèmes assez intéressants de manière liée. C'est que quand vous allez en fait acheter une de mes montres,
Vous allez avoir l'expérience, comment ça se passe d'une manière générale. Vous êtes à un repas avec des amis, vous voyez son poignet, vous dites « Ah, c'est cool, c'est quoi la marque? Ah, ben écoute, je ne sais pas comment on prononce, etc. » Vous allez prendre la montre dans les mains, vous allez la voir, vous allez poser la question à votre ami « Mais qu'est-ce que tu en penses ?» Il va vous poser la question « Combien tu crois que ça coûte ?» Évidemment, là, il y a une discussion, etc., une stupéfaction. Et le prix étant tellement déconnecté de l'objet que vous avez dans les mains, votre premier réflexe, ça sera le rejet. C'est le problème numéro 1 qu'on a dans notre marque. Les gens ne croient pas, ils cherchent l'erreur. Et finalement, si c'est votre ami qui vous en parle et vous dit, regarde, j'ai commandé, je l'ai reçu, elle marche très bien, vous passez par-dessus les obstacles de la vente. Et là, cette personne va utiliser un droit que la personne va lui céder et l'acheter chez nous. Et ce qui se passe d'intéressant, c'est quand elle l'achète chez nous, c'est nous qui vendons en tant que marque. Donc, vu qu'on garde la propriété, c'est nous qui maîtrisons le pricing. Donc, dans ma marque, je résous en une seconde le problème horrible, surtout à Black Friday. On est tous en train de se dire, merde, est-ce que je paye le bon prix de mon objet? Dans ma marque, Black Friday, c'est 365 jours, enfin 364, puisqu'en général, le Black Friday, je mets les vrais prix. Mon tourbillon est passé, le Black Friday, à 37 500 au lieu d'être à 3 920. Mais si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. Donc, je maîtrise le pricing, je maîtrise la distribution sélective, parce que si vous n'avez pas de droit de vente, vous ne pouvez pas vendre, et je maîtrise aussi le problème de showrooming, et ça, c'est important, parce que pas mal de gens se sont offusqués en me disant, en fait, tu es le fourvoyeur de la distribution, tu veux flinguer les distributeurs. J'ai tous mes amis qui sont distributeurs, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans dans le marché. Mon modèle permet d'allouer des stocks à un détaillant, puisque ça peut être un poignet de vente, mais ça peut aussi être un détaillant. Vous allez dans un magasin, vous allez faire l'expérience de vente, et en ressortant, vous vous dites, je m'en fous, de toute façon, je vais l'acheter moins cher en ligne. Vous allez sur mon site, on vous dit, est-ce que vous avez le code pour acheter la montre? Non. Retournez dans le magasin. Et donc, ça permet de préserver celui qui va réellement amener l'expérience. Et en cela, je pense que mon modèle est assez précurseur. Tellement précurseur qu'on peut imaginer que tout le monde pourrait vous copier. Tant mieux, c'est bien. Je vous l'ai dit à la base, je n'avais même pas l'intention de le faire. J'ai simplement conçu ce modèle et j'en parle parce que, si vous voulez, ça va au-delà de ma personne, de ma marque. De toute façon, moi, je vais vendre, je n'ai pas de problème. Par contre, la vraie question, c'est est-ce qu'on laisse 80% du volume de l'industrie horlogère suisse partir à volo? C'est peut-être que 10 ou 20% de la valeur. Hein. La pyramide du haut, les 10% font 80-90% de la valeur. Mais les 80% du volume, c'est la base de la pyramide, c'est la base de la pyramide industrielle de la Suisse. Est-ce qu'on les abandonne? Est-ce qu'on se dit, on s'en fout, on produit une montre à 21 milliards? Moi, je pense que non. On doit ramener de la substance dans les segments d'entrée de prix. Et si d'autres marques me copient, c'est bien. De toute façon, je vais vous dire, pour me copier, il faut créer l'écosystème. Et vous pensez bien, alors c'est un des points communs que j'ai avec Hayek, ma mère étant libanaise, je suis un négociant, j'ai créé un écosystème que je commercialise. Donc, pas de problème. Tout reste in-house. Mais on peut imaginer que ce modèle fonctionne pour d'autres secteurs de l'économie, parce que finalement, on voit maintenant cette globalisation qui est en train de pécloter et de souffrir. Le premier choc fut le Covid. Il y en a d'autres qui se préparent maintenant. Donc finalement, on va devoir réintégrer la production et puis la valoriser et puis la payer vraiment à son vrai prix. Il y a toute une communauté viticole qui a adopté mon modèle et ils échangent des vins. C'est bien, vous invitez des amis à la maison, vous buvez une bouteille, vous l'essayez, vous permettez à vos amis d'acquérir la bouteille, vous touchez quelque chose. Ouais, ça c'est clair, ça marche. C'est universel. Si vous voulez, moi j'ai rien inventé, le bouche à oreille, ça fait 10 000 ans que ça marche, donc vous pensez que c'est bien éprouvé. Et pas mal de gens me disent, en fait, quand ils se penchent sur mon modèle, le premier réflexe c'est de me dire, à part ceux qui n'ont rien compris, qui disent c'est Tupperware ou pyramidal, et les gens me disent, ouais, mais en fait, tu n'as rien inventé. Mais ils ont tout à fait raison. Et si vous voulez, j'ai rien inventé dans le même sens que on pourrait dire d'un livre qu'il n'a rien inventé parce qu'il a les mêmes 26 lettres qu'un autre livre. Tout est dans la séquence dans laquelle on met ces lettres. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de la 4e révolution industrielle, qui, à défaut des 3 premières qui ont amené une innovation, la 4e, en fait, l'innovation vient par la mise en réseau de choses existantes qui, mis ensemble, vont créer une nouvelle réponse. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai changé la virgule d'emplacement et j'ai codifié la manière de vendre d'une manière telle que, justement, on peut décorer la vente de l'expérience et résoudre au passage la plupart des problèmes fondamentaux du modèle économique. Je vous le rappelle, je ne voulais même pas lancer une marque. Je cherchais une réponse à la distribution qui, sous le coup de la digitalisation,
est en train de changer. Don't shoot the messenger. Si vous voulez, il faut prendre acte. Le canal de Panama est ouvert. Quel est le bateau qui va passer par le détroit de Magellan? Ils vont tous vouloir se faire les marges. Donc, ils vont tous vouloir faire ça. Sauf que, à un moment, quand on fait du digital, c'est sous-optimal. Donc, il faut aller vers un modèle phygital. Et là, désolé, je garde le crachoir. Moi, j'entends beaucoup parler de phygital maintenant. Sauf que tout ce que j'entends, en fait, c'est exactement l'opposé de ce que je fais. Et avec beaucoup de respect. Non, parce qu'on met souvent juste une couche digitale, mais dans le fond, on ne change pas le modèle en tant que tel. On continue à travailler en silo, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à tout faire sauter. Mais évidemment, les new players peuvent le faire, parce que c'est beaucoup plus facile. Le coût est moins compliqué pour vous que pour une marque qui a 150 ans. Sauf que moi, je ne fais pas ça. Si vous voulez, oui, on ajoute une couche digitale sur le modèle physique. Vous mettez des iPads dans un point de vente où on peut prendre, on scanne un QR code, on prend contrôle d'une vitrine où on peut changer les marques, etc. Et ça, tout le monde dit, wow, c'est génial, c'est phygital. Mais derrière la vitrine, il y a des montres. Dans le magasin, il y a des employés et il y a du stock et vous avez un magasin. Donc, si vous voulez, vous rajoutez des coûts à un modèle dont le principal problème, c'est le coût donc de l'expérience. Donc, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas la panacée. Mon modèle, stricto sensu, devrait s'appeler DigiFees. Je bascule dans le paradigme digital. Toutes mes ventes sont digitales. Par contre, je fais le chemin inverse, je réintègre du rapport humain, physique, émotionnel dans une vente qui est digitale. Je ne fais pas ce que la plupart des gens font, beaucoup de gourous du marketing, d'essayer d'amener du digital dans une vente qui reste physique, qui reste traditionnelle. Et si vous voulez, je pense qu'il faut reconsidérer ce paradigme. Le lit de la rivière va être digital. Il faut basculer et ramener ce qui est essentiel, c'est le contact humain, le contact avec le produit, etc. Ouais, c'est pas show me the money, mais show me who you are. Exactement. Et si vous voulez, une vraie transparence dans la production, dans la distribution, et ce qui permet effectivement de faire baisser les prix, parce que les prix étaient augmentés artificiellement. Donc c'est ça finalement. Pour le coup, alors si vous voulez aller poser la question aux autres, moi je vous parle de mon modèle. Mais si vous voulez, pour le coup, moi j'ai rien à cacher. Donc la liste de tous mes co-traitants sont sur le site. Beaucoup de gens m'ont dit ouais, c'est pas possible, etc. C'est les mêmes co-traitants qui produisent pour les plus grandes marques horlogères au monde, les plus prestigieuses. Le tourbillon que j'utilise est fantastique, 105 heures de réserve de marche, 5000 G de résistance. C'est un tourbillon qui est incroyable. Et personne n'a trouvé à redire. Il y en a certains qui sont un peu étouffés dans leur croissant peur. Je suis désolé. Mais si vous voulez, oui, totale transparence, parce que qu'est-ce que j'ai à cacher, justement? Et puis j'explique exactement 50% de marge. Vous arrivez à déduire combien j'ai payé. Et voilà, donc, je suis très à l'aise avec ça. Et bien sûr, le prix fait le marketing et ma manière de faire, quand vous voyez le tourbillon, je peux d'ailleurs vous mettre une image si vous voulez à l'écran. Pour le coup, attendez, je vais vous le mettre à l'écran comme ça nos auditrices, auditeurs, spectateurs verront qu'on parle. Là, vous le voyez? Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Là, on est justement sur un tourbillon qui est incroyable. Dessiné, on n'est pas en train de copier d'autres dessins. En titane grade 5, on s'est même payé le luxe d'avoir du titane grade 5, d'avoir un DLC Diamond Like Carbon, un traitement qu'elles avaient normalement aux plus grandes marques. Donc, si vous voulez, on a vraiment quelque chose qui allait très très loin en termes de design, de fiabilité. On est dans des éléments qui composent le tourbillon qui sont pris chez les meilleurs co-traitants. Et ça, malgré tout, pour un prix qui reste totalement accessible. J'ai peut-être un côté quand même Robin des Bois où je pense que, pour être très honnête, on n'a pas tous 40 ou 100 000 balles à mettre pour un tourbillon. Or, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de se faire plaisir. Et pour répondre à votre première question, oui, c'est aussi une manière de relancer l'horlogerie. Le jour où vous pouvez avoir une très très belle montre, quelque chose qui a une âme, et que vous payez un prix que vous pouvez payer. Parce que moi, j'aimerais bien un tourbillon à 100 000 balles. Okay, quoi. C'est parfait, on revient au début et c'est parfait. Vous avez aussi un côté Robin des Bois, je crois, très fort. Vous savez, quand on est à chaud de fond, on est à 1000 mètres, donc on n'a pas tellement besoin de sauter en l'air.
Non, non, mais Robin des Bois qui s'est calculé. En tout cas, merci, c'était super intéressant. Merci à Et je vous. pense que je retiens vraiment que c'est tout le système. Pour que ce soit digital, il faut que tout soit digital et pas simplement une brique. Il faut que toute la maison soit pensée. Ah, il faut Et partir, effectivement, il faut partir correctement sur, sur il ne un faut pas avoir raisonnement peur parce qu'effectivement, au digital. début, ce qu'on perd, on finit par le gagner par la suite. Merci Exactement. infiniment, Thomas, Merci à et à vous. très bientôt. Grand Merci. plaisir. Au revoir.